Chaque jour, des experts du monde entier se penchent sur le terrorisme islamique et tout autre. C'est bien sûr la même chose en France et plus particulièrement touché depuis plusieurs décennies. En tout cas, les pays africains connaissent également tout cela. Mais une question cependant, c'est quoi le terrorisme et qui se cache derrière? Rappelons d'ailleurs que le président algérien n'est pourtant pas souvent évoqué, pour ne pas dire jamais. La bataille d'Alger pour éradiquer victorieusement le mal dans cette ville en 1957 est un sujet idéologiquement tabou et parmi les personnes politiquement responsables, jamais publiquement évoqué, sinon pour en condamner les méthodes. De façon paradoxale, mais bien dans la tradition de notre continent, il est de bon ton d'avoir plus de considération pour les poseurs de bombes d'alors que pour leurs innocentes victimes. Ce fut d'ailleurs la victoire politique des terroristes. Leurs bombes avaient provoqué chez le fort et surtout, et il faut le préciser, qu'ils combattaient sans considération pour les droits de l'homme. Une réaction en proportion allant jusqu'à l'usage de la torture, réaction qui fut retournée contre les défenseurs des populations terrorisées, car incompatible avec, bien sûr, les États africains. Dans cette bataille, selon le côté considéré, il y avait 2 poids et 2 mesures pour condamner les atteintes aux droits de l'homme. Mais finalement, qui sont les terroristes? Qui les finance et pourquoi? Qui se cache derrière? Et d'ailleurs, la grande interrogation des Africains aujourd'hui, c'est quoi finalement le terrorisme? Est-ce un mal incurable? Pourquoi jusqu'à preuve de contraire, on n'arrive pas à éradiquer le terrorisme en Afrique et dans le monde? D'ailleurs, qui se nourrit de ce terrorisme? Qu'est-ce qu'il gagne derrière et qui se cache justement derrière cela? Quel est d'ailleurs l'objectif du terrorisme? En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Géostratégie, quelle guerre contre le terrorisme, le mal incurable? C'est notre thématique. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yamoun Timba, qui est notre invité. Docteur Yamoun Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Boss. Je pense que vous allez bien. Ça va. Alors, le sujet qui nous intéresse ce matin, docteur Yamoun Timba, c'est le terrorisme. C'est même quoi d'ailleurs le terrorisme? Parce qu'ils sont nombreux les Africains qui nous écrivent et qui se posent quand même la question, quel est ce mal incurable? Quel est ce mal qu'on n'arrive pas à éradiquer? Eh bien, là, avant d'arriver à cette question, j'aimerais plutôt qu'il se pose celle de savoir d'où vient le terrorisme. Parce que si vous savez d'où ça vient, vous comprendrez mieux ce que c'est. Il faut se souvenir que la première fois que le mot terrorisme, ou alors le règne de la terreur, est mentionné dans l'histoire de l'humanité, c'est pendant la Révolution française. En 1794 précisément, et pendant la fameuse période où Robespierre et le comité de salut public essayent justement de provoquer la transition entre la royauté et ce qu'ils appelaient la République. C'est là qu'ils font régner la terreur et c'est de là que vient justement le fameux terrorisme. C'est la première fois dans l'histoire moderne. Sur le sol français. Sur le sol français. 1794, c'est attesté par toutes les études historiques de cette période-là. Vous comprenez donc que le terrorisme, c'est quelque chose qui est au cœur de la pratique politique. Les gens qui vous racontent les histoires en vous disant « oui, mais il y a du terrorisme dans telle zone ». Non, le terrorisme est ancré au cœur de la pratique politique et de la pratique politique en Europe et particulièrement en France, puisqu'il est né là-bas. Il est né en France. Maintenant, il a connu un développement extrêmement intéressant parce que le terrorisme, on va peut-être essayer de le définir en disant qu'est-ce que c'est de façon substantielle. Mais je peux faire le lire, ça vient de l'université de Sherbrooke qui en donne la définition. Je la trouve extrêmement intéressante. Et ça nous permet d'avoir une approche plutôt, disons, objective et qui n'est pas nécessairement liée aux convictions que nous développons et les gens ont tendance à dire que ça biaise notre raisonnement. On va leur dire ce que l'université de Sherbrooke, c'est canadien. Alors, d'abord, c'est une idéologie, mais surtout, un ensemble d'actes violents et illégaux commis avec l'objectif de provoquer un climat de terreur de Robespierre, au sein de l'opinion publique ou d'ébranler la force d'un gouvernement ou d'un groupe. La cible peut être nationale, c'était le cas du comité de salut public avec Robespierre, ou internationale. Et c'est là où on va faire le lien avec quelque chose d'extrêmement intéressant parce que je voudrais vous lire quelques deux petites choses qui sont intéressantes parce qu'après on aura
ça nous permettra de mieux comprendre de quoi nous parlons. Cette évolution va nous amener à quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un lien très fort, historiquement documenté par les historiens et les économistes, entre terrorisme et mondialisation. Et comment est-ce que ça s'exprime? Ça s'exprime de cette façon-ci. Et là encore, on peut trouver ça, c'est dans Open Edition. C'est un site internet qui présente un certain nombre de travaux scientifiques, openedition.org. Alors, il est dit là-dedans que on ne peut pas séparer la mondialisation de la forme et du type des réactions qu'elle suscite. De la forme et du type des réactions qu'elle suscite. Et quelle est l'une de ces réactions qu'elle suscite? Le terrorisme est une réaction violente à une violence structurelle généralisée, culturelle et identitaire, issue de la modernité occidentale transmise par la mondialisation. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui sont contre la mondialisation, c'est-à-dire l'envahissement de leur espace, la destruction de leur monde connu par l'Occident. Mais ça peut vouloir dire que l'Occident lui-même utilise justement la terreur pour détruire le monde connu des autres, pour envahir les espaces des autres. C'est peut-être beaucoup plus ça que nous observons que le premier aspect, parce que la plupart du temps, le terrorisme que nous remarquons aujourd'hui dans le monde n'est pas vraiment un terrorisme qui est du type de la lutte pour les indépendances. On a plutôt l'impression qu'on a affaire à un terrorisme de la mondialisation qui veut occuper tous les espaces et qui génère donc deux choses. Un, qui génère le chaos. Et la théorie du chaos, c'est les Brzezinski, c'est tout ce qui, la théorie, si vous voulez, de la géopolitique américaine. Je ne vais pas les citer tous, mais je prends ce nom-là parce qu'il est symptomatique de tout ce qu'on a connu et de la gravité de la situation. C'est tous ces gens qui ont élaboré des théories selon lesquelles l'Amérique est, et ça va se subsumer, c'est-à-dire se résumer dans Fukuyama, qui était une terrible erreur scientifique en 90, la fin de l'histoire d'erreur, qui était censé donc se subsumer dans l'hégémonie américaine qui devait dominer le monde. Et il y aurait donc la Pax Americana et il y aura le Mundi Americana. C'est-à-dire qu'en fait, on arriverait à un monde dominé par l'idéologie capitaliste qui est portée par les États-Unis. Et pour asseoir tout cela, l'Amérique use de la force. C'est ça qu'on a. Quand on dit Pax Americana, il ne faut jamais entendre la paix. C'est l'idée que les Américains pacifient le reste du monde. Et cette pacification signifie tout simplement que les Américains usent de la force pour installer l'ordre selon les États-Unis. Et tout cela n'est pas nécessairement fait avec des armées régulières. Tout cela n'est pas nécessairement fait en respectant les conventions internationales en la matière qui luttent contre le terrorisme. Encore que les failles de ces conventions sont de nature à permettre tout cela. Donc, vous allez vous retrouver avec donc, le fait qu'on va utiliser non seulement des sortes d'armées, mais des groupes paramilitaires, mais également des sociétés privées de sécurité, comme on les appelle joliment, et qui vont donc faire la guerre par procuration, c'est une guerre de proxy, pour l'impérialisme américain et pour, dans le cas spécifique de l'Afrique, l'impérialisme français. Et cette situation de terrorisme généralisé qui devient donc en réalité un outil politique, enfin, qui est nativement un outil politique, puisque quand ça naît en 1794, c'est un outil politique. Le comité de salut public qui a fomenté la révolution contre le roi va utiliser le terrorisme pour que la France bascule de la royauté vers la République. C'est donc un mode, puisque ça a réussi et qu'on se fonde sur ce succès-là pour le maintenir et continuer à l'utiliser pour des succès futurs et éventuels, eh bien, le terrorisme devient donc un outil utilisé pour assurer la domination d'un groupe sur un autre, sur le plan politique, par l'usage de la force qui provoque la terreur. Voilà ce qu'il faut qu'ils entendent. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que le terrorisme, ils ont vu ce que c'est, mais en fait, il faut savoir d'où ça vient. Et à partir du moment où on sait d'où ça vient, on comprend le monde d'aujourd'hui. On comprend ce qui se passe mieux dans le monde d'aujourd'hui. Être, c'est avoir des ancêtres. Ça veut dire ce qui se passe aujourd'hui vient toujours de quelque part dans le passé. Et pourquoi faire donc une guerre contre le terrorisme si on est à l'origine justement de cela?
Mais on ne fait pas de guerre contre le terrorisme. On s'assure ça. Pourtant, on en parle dans les télévisions, les radios, la presse. On dit on est en guerre contre le terrorisme. Non, la propagande existe. Le marketing politique existe aussi. On essaye de s'assurer que, en fait, il en va du terrorisme comme de l'arme nucléaire et des armes stratégiques. Nous avons le droit d'en avoir et d'en faire usage, mais pas vous. Donc la lutte contre le terrorisme, c'est ça en fait. C'est l'idée qu'on peut provoquer le chaos à travers le monde pour sauvegarder d'éventuels intérêts ou des intérêts qu'on se reconnaît soit seul, mais il ne faut pas que les autres en fassent usage. Donc on va mettre en place un certain nombre de conventions qui vont permettre qui vont exclure ceux qui ont inventé le terrorisme, ceux qui l'utilisent le plus, de la possibilité d'être sanctionnés, pour que les sanctions ne tombent généralement que sur ceux qui veulent réagir, sur ceux qui veulent, qui se battent pour leur liberté, ceux qui se battent pour leur souveraineté, eux pourront être sanctionnés. Mais les autres qui s'activent pour dominer le monde, pour la prédation internationale, pour le pillage international, malheureusement, eux, ils sont en dehors du champ de la sanction. Donc, toutes ces conventions-là, je peux vous assurer que si nous, les Africains, nous les reprenions et que nous les relisions et que nous les réécrivions dans la perspective de la Ma'at, c'est-à-dire de la vérité et de la justice, vous aurez des textes très différents parce que la perception que nous avons du terrorisme dans le monde n'est pas forcément la même que celle que tous ces États ont du terrorisme dans le monde. Lorsque vous parlez du terrorisme au Mali, je ne suis pas sûr que les Maliens imaginent, conçoivent, comprennent le terrorisme de la même façon que les Français. Vous avez d'ailleurs vu où est-ce qu'on en était arrivé avec un certain nombre de vidéos. Vous avez vu que le Mali, parmi les choses qu'elle a portées à l'ONU, je dirais justement cette question du terrorisme. Lorsque vous prenez la question du terrorisme et que vous demandez, par exemple, aux Éthiopiens ce que c'est que le terrorisme, ils en ont une perception parfaitement différente de ce que les Occidentaux appellent terrorisme. Donc, toutes ces choses-là vont dans le sens, justement, de nous dire qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Ce n'est pas parce que les gens disent convention que nécessairement le contenu va dans le sens de nous protéger. Le harcèlement, et il y avait donc la stratégie du chaos, il y a la stratégie du harcèlement permanent. Les États qui sont la cible pour être dominés, pour être pillés, pour être exploités, feront l'objet d'un harcèlement permanent et leurs gouvernements ne seront jamais reconnus. C'est pour ça que vous pouvez avoir, par exemple, le peuple malien qui porte des dirigeants au pouvoir et la France, qui a une tradition de révolution, qui est la Révolution française, va estimer que sa Révolution française, elle est légitime et historiquement constitue un repère, alors que la Révolution malienne ne l'est pas. Parce que protocole de Toronto, voilà, estime que c'est eux seuls qui doivent dire si c'est légitime ou pas. Bon, nous sommes donc dans une situation où c'est eux donc qui vont décider ce qui est terrorisme et ce qui ne l'est pas. Vous voyez que ça donne une dissonance entre les perceptions de ce qu'on appelle le terrorisme, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est un mal incurable. Tant qu'il y aura de la prédation, le terrorisme ne finira pas. Ce n'est pas un mal incurable. Rien, tout peut s'arranger. Le problème, c'est que pour que le terrorisme finisse, dans le cas par exemple de l'Afrique, pour qu'il n'y ait plus de terrorisme ici, il faut que nous soyons puissants. La seule manière de s'assurer de ne pas être victime de terrorisme, c'est d'être puissant. Les États-Unis ne peuvent pas subir le terrorisme sur leur territoire. C'est quelque chose qui est presque impossible. Beaucoup de pays européens ne le peuvent pas. Mais en fait, le retour de bâton fait que quelquefois, il y a des actes posés ici et là. Mais c'est parce que ces actes-là, la plupart du temps d'ailleurs, ne sont posés que ce sont des règlements de compte entre eux. C'est-à-dire qu'entre eux et leurs anciens alliés, entre eux et leurs alliés du moment, mais ce n'est jamais vraiment des pays particuliers qui se vengent d'eux. Vous avez vu les dispositions prises par tous les pays européens contre tous ceux des leurs qui sont allés en Syrie, par exemple, alors qu'eux-mêmes étaient allés là-bas en Syrie et ont encouragé ces gens à y aller. Donc la conséquence ici aujourd'hui, c'est quoi? Parce que tous ceux qui combattaient contre Assad, eh bien, on les a encouragés à aller. C'est ça que j'appelle la théorie, c'est-à-dire qu'on fait des interventions par proxy.
Donc, on encourage les gens à aller combattre un gouvernement qu'on veut faire tomber, on fait ce genre de choses. Mais on interdit que ces gens-là rentrent sur leur propre territoire, qu'ils rentrent chez eux à la fin de la guerre. On prend des soldats qu'on stationne, qu'on envoie en Afrique. Ils peuvent être au Mali, au Burkina Faso. Mais quand ces pays demandent que ces soldats-là partent, on ne veut pas qu'ils rentrent en France. Pourquoi? Parce que malheureusement, ces gens-là ramènent l'esprit de terrorisme qui leur a été insufflé parce qu'ils allaient là-bas pour provoquer de la terreur. Et la situation est telle que le seul moyen de s'assurer qu'il n'y ait plus de terrorisme dans le monde, c'est qu'on crée de grands blocs. Et ces grands blocs doivent être solidaires et puissants. C'est pour ça que vous ne cessez de m'entendre dire qu'il faut réformer l'ONU et il faut surtout réformer l'ONU pour que le Conseil de sécurité n'ait que 5 membres qui représentent chacun un continent. Et il faut que... Et ces représentants de ces 5 continents, évidemment, vont amener les continents à s'entendre. Et il faudrait que des continents comme l'Afrique évoluent plutôt, soit à court terme, vers des États sous-régionaux, l'Afrique de l'Est, du centre, etc., de l'Ouest, du Nord, du Sud, et à plus long terme, vers un État continental. Cette puissance, la construction de cette puissance va faire qu'à un moment donné, eh bien, il n'y aura plus d'actes terroristes, puisque chaque bloc sera tellement puissant qu'il n'y aura aucun autre qui voudra s'attaquer à un deuxième. La conséquence, c'est que le terrorisme sera définitivement fini. Mais tant qu'il y aura des pays assez faibles pour pouvoir être considérés, pour qu'ils puissent être considérés comme des cibles pour les prédateurs internationaux, eh bien, le terrorisme ne s'achèvera pas. Parce que certains voudront instaurer, le protocole de Toronto encore, un ordre mondial. Et cet ordre mondial est tel que c'est à ce moment seulement qu'il y aura la fin du terrorisme comme nous le comprenons, mais ils seront obligés d'installer un nouvel esclavage qui sera une autre forme de terrorisme. Donc, pour que le terrorisme n'existe plus, il faut que les blocs se tiennent. Que la puissance arrête la puissance brute arrête la puissance brute. On ne peut pas s'attaquer et aller faire du terrorisme en Corée du Nord. C'est impossible. Personne n'osera faire ça. Personne n'osera aller faire du terrorisme, par exemple, sur le territoire russe. Vous n'oserez pas faire ça. Personne ne peut faire ça. Pourquoi? Parce que si vous allez faire ce terrorisme que nous voyons, si vous organisez des révolutions oranges sur leur territoire, si vous organisez les ACMI, les Azawad, toutes ces choses-là sur leur territoire, la riposte sera terrible. Terrible. Et d'ailleurs, ils le disent tous les jours. Donc, les seuls peuples qui peuvent être... Vous voyez que nous sommes là dans une situation où la puissance pure arrête la puissance pure. Et lui dit, voici les limites. Mais tant que vous êtes dans des pays comme les nôtres, où un président arrive au pouvoir et trouve pour seul armement 47 Kalachnikov sans munitions, quand le président Touadéra arrive au pouvoir, où vous arrivez, et puis un président, on peut dire à un président, vous traversez par tel endroit de votre propre territoire, et vous êtes reçu dans l'autre moitié par un président qui vient de l'extérieur. C'était le cas du Mali. Exactement. Donc, vous n'avez pas de puissance, on ne peut pas arrêter la puissance. Donc, il faut construire de la puissance et que des blocs, de grands blocs internationaux se constituent et se neutralisent. Le terrorisme s'achèvera de lui-même. Tout simplement. On parle de mondialisation. Finalement, ça signifie que l'Occident vit du terrorisme et ne peut pas s'en passer. Écoutez, chose chez l'ethnie européenne qui est un principe selon lequel pour exister, il faut détruire l'autre. Nous, en Afrique, on ne pense pas que pour exister, il faut détruire l'autre. D'ailleurs, la salutation, quand on voit quelqu'un, signifie merci. Oui. Alors, je vous remercie d'être en vie, parce que grâce à vous, je suis un homme, je suis un être humain. Eux, ce n'est pas ça. Ils sont dans une situation où il faut détruire tout ce qui est tout autour, et cette destruction est la garantie pour eux de leur existence. Sauf que ce qu'ils n'ont pas encore bien compris, c'est que chaque fois qu'ils ont refoulé tous les autres peuples, ils finissent par se faire la guerre eux-mêmes, entre eux. Guerre de sécession aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils se font la guerre entre eux alors qu'ils ont refoulé tout le monde, alors qu'ils sont les maîtres? C'est ça les problèmes historiques auxquels qu'il faut rappeler aux Européens pour qu'ils comprennent que leur façon de voir le monde, leur vision du monde est totalement erronée.
Vous ne pouvez pas imaginer construire le monde sur la base de l'exclusion et de la destruction des autres. Vous pouvez effectivement vivre là où vous êtes sans nécessairement aller détruire ce que les autres sont. Et il y a cet autre côté chez les Occidentaux, chez les Européens, l'ethnie européenne, de ne pas savoir vivre de ses propres efforts. Je vous rappelle que l'Empire romain dépendait pour sa nourriture de l'Afrique. Bon, après, on va vous raconter 1 million d'histoires scabreuses et bizarres, mais tout le monde sait que c'est l'Afrique qui nourrissait Rome. C'est parce qu'il y a eu des problèmes en Afrique que l'Empire de Rome s'est effondré. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand le christianisme a gagné le nord de l'Afrique, il y avait un risque sérieux de rupture entre l'Afrique et l'Empire romain. C'est pour ça que l'empereur Constantin a intégré le christianisme dans le royaume et en a fait la religion d'État pour sauver l'approvisionnement de Rome en produits alimentaires. Donc, celui celui dont vous dépendez pour vous nourrir est extrêmement puissant. Mais les Africains, non pas du temps, par exemple, des puissants empires nubiens ou égyptiens, ne sont jamais allés dominer et détruire les autres. Donc, il faut considérer que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le terrorisme est pour l'ethnie européenne, un moyen de maintenir la pression sur les autres peuples et de continuer à piller le reste du monde. Parce qu'il a du mal, l'ethnie européenne a du mal à vivre de ses propres efforts. Mais là, je vous disais, il faut que des grands blocs se constituent et que la puissance pure arrête la puissance pure. À partir de ce moment, ils seront bien obligés de travailler et de se nourrir et de trouver les solutions à leurs problèmes par leurs propres efforts et avec leurs propres ressources. Ne se dirige-t-on pas vers la fin de l'ethnie européenne finalement? Bon, alors tout dépend de ce que vous dites d'enfin. Si c'est la fin de l'hégémonie de l'Union européenne, effectivement, je crois que c'est évident d'ailleurs parce que le centre du monde bascule. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dont on ne parle pas. Les médias mainstream ont occulté cela, mais c'est un basculement fondamental dans l'ordre du monde qui vient de se produire. Les sanctions européennes, occidentales, contre la Russie laissaient penser que l'économie russe serait plombée et qu'elle passerait même en récession du fait de la crise de l'opération militaire spéciale en Ukraine. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'Occident va entrer en récession, mais la Russie aura une croissance positive. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Et le FMI n'est pas du tout l'ami de la Russie. Mais il est bien obligé de reconnaître les faits. Cela veut dire, alors qu'on a cessé pratiquement toute relation commerciale avec l'Occident, cela veut clairement dire que le centre du monde est passé ailleurs. Et que la Russie, comme dans le cas du mois de décembre dernier, a fait 25 milliards de dollars de recettes en vente de pétrole et de produits, disons, d'hydrocarbures, ce qui est supérieur à ce que la Russie faisait avant la pandémie du Covid. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un centre d'activité mondial, d'autres espaces d'activité industrielle dans le monde qui sont plus importants que l'Occident et qui aujourd'hui permettent donc d'alimenter le moteur russe, mais également constituent en eux-mêmes des moteurs tellement puissants qu'ils peuvent porter une économie comme la Russie, ce que l'Occident d'ailleurs avait du mal, au niveau où l'Occident avait du mal à porter ce moteur russe. C'est très important. Ça veut dire que sur le plan hégémonique, l'ethnie européenne a déjà perdu. C'est les soubresauts que l'on vit là, c'est-à-dire que les derniers soubresauts avant la chute. Or, cette ethnie, en nous écoutant, parce que notre rôle, notre objectif n'est pas de les détruire ou de les pousser dans la misère la plus abjecte dans laquelle eux ils nous ont poussés. S'ils nous écoutaient, ils pourraient rattraper tout cela. Mais sont-ils capables du sursaut moral? Parce qu'il y a quelque chose, ce concept que je rappelle régulièrement, le sursaut moral de l'ethnie européenne. En sont-ils capables? Sont-ils capables le sursaut moral, c'est dans les valeurs, dans la considération qui est apportée à l'être humain, dans le respect de la nature. Mais il y a ce que j'appelle à côté du sursaut moral, le sursaut éthique, c'est-à-dire la mise en ordre, c'est-à-dire que la capacité à construire la communauté humaine
à construire une communauté de prospérité, une communauté de partage avec le reste de l'humanité. Ça, c'est le sursaut éthique. Est-ce que l'ethnie européenne en est capable? Mais sur le plan anthropologique, disparaître, non. Si demain, quelqu'un dit qu'il va faire disparaître l'ethnie européenne, je serai le premier à lui dire, vous arrêtez ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'un peuple disparaisse dans le monde. Je ne suis pas d'accord qu'on détruise un peuple parce que je ne peux pas accepter que le mien soit détruit. Et à partir du moment où je refuse que le mien soit détruit et qu'on le maintienne sous une pression constante, sous un harcèlement constant par la théorie du chaos, par le terrorisme permanent qui est un terrorisme sécuritaire, un terrorisme économique, le franc CFA est là pour témoigner de ce terrorisme infernal à cause duquel nous avons des gens qui meurent trop facilement chez nous, des générations perdues alors qu'elles étaient extraordinairement douées, intelligentes, mais qui n'arrivent pas à donner le meilleur d'elles-mêmes. Ce terrorisme-là, nous le refusons. Et nous ne pouvons donc pas accepter que l'ethnie européenne soit détruite. Nous ne pouvons pas accepter que l'ethnie européenne disparaisse. Parce que cela fait partie de la diversité du monde et parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître qu'ils ont apporté quelque chose à l'humanité. Et nous sommes un peuple qui comprend la diversité du monde. Nous vivons dans un environnement luxuriant, foisonnant, où la vie est diverse et elle est très riche. Donc, pour nous, sur le plan humain, l'ethnie européenne fait partie de cette diversité et de cette richesse du monde qu'il faut préserver. Nous leur disons simplement que, en même temps que nous vous protégeons, nous souhaiterions que vous compreniez qu'à un moment ou à un autre, votre terrorisme doit cesser. Et nous devons accéder à notre souveraineté, à notre indépendance, à notre liberté pour pouvoir construire le monde, le continent de la bienveillance, de la prospérité et de la puissance que nous rêvons de construire et qui va permettre de contribuer à la paix mondiale. Merci à vous, Dr Mitima, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Et vous, que faites-vous? Bonne journée à toutes et à tous.